Le cinéma d'horreur. Pourquoi je parle comme Godard, moi? Le cinéma d'horreur. Vaste sujet aussi passionnant qu'inquiétant. Mais ce style a marqué l'histoire du cinéma en déplaise à certains. Et certaines œuvres sont devenues soit des classiques, entrées dans l'histoire, soit des œuvres cultes pour de nombreux spectateurs. Oups, pardon. Mais la plupart des spectateurs retiennent très souvent des films venus du pays de l'oncle Sam, l'Italie parfois, la Corée, le Japon, la France... La France... Enfin, vous m'avez compris. Mais il y a l'Angleterre, plus particulièrement une firme qui a produit des œuvres qui ont marqué, influencé, que ce soit des réalisateurs comme Tim Burton, John Carpenter, Del Toro, les amateurs de monstres, de psychopathes, de tueurs, ou encore des admirateurs de Saruman et Tarkin. Je vous ai fait peur, hein? Bienvenue à tous, c'est Retour vers le ciné, c'est Jonas, et aujourd'hui, c'est la Hammer. La Hammer Films Production Quel accent! Est une société de production britannique fondée en 1934 par William Hines, un acteur amateur, et Enrique Carreras, directeur de salle de cinéma et d'une société de distribution de films. En 1938, Oui, je fais vite. la société est reprise par Michael Carreras et Anthony Hines, les deux fistons des fondateurs de la compagnie. En 1955, la Hammer propose Le Monstre, film de science-fiction dans lequel apparaît le personnage de Bernard! Quatermass, créé par la BBC pour une série télé en 1953. Le titre original est The Quatermass Experiment. Notez la lettre X qui veut dire quelque chose de précis en 1955, comme pour secouer le public et surtout secouer le public américain qui à l'époque était très puritain. Est-ce que ça a évolué? Le film montre frontalement une déchéance physique, avec du sang à l'écran même si c'est en noir et blanc. Has come terror in the form of the creeping unknown. Il s'agit d'un excellent film de science-fiction qui a profondément marqué de nombreux réalisateurs, surtout un, Monsieur Jean Carpentier. John Carpenter, pour les intimes. Il y a deux suites, La Marque sortie en 1957 et Les Monstres de l'espace sortis 10 ans plus tard, qui ne sont pas désagréables, bien au contraire. I want to cordon around the entire area, evacuate all public, get information to check up every movement that's likely to take place inside this radius tonight. Yes, sir. En 1957, la Hammer frappe un gros coup en adaptant Frankenstein. Le roman de Mary Shelley étant libre de droit, pas de problème. Mais la firme anglaise n'a pas le droit d'utiliser le maquillage du monstre de la version de 1931 de la Universal Studios. Pas de souci, le maquillage sera plus réaliste, et surtout le film sera en couleur. Frankenstein s'est échappé lance véritablement l'âge d'or de la Hammer, le renouvellement des mythes, du fantastique, et surtout les films dits gothiques. Don't you see, Paul? We've discovered the source of life itself, and we've used it to restore a creature that was dead. Il lance également une carrière, celui de l'acteur qui incarne le monstre, Christopher Lee. Le film se concentre sur le docteur Victor Frankenstein, incarné par l'excellent et qu'il faut remettre en valeur Peter Cushing, et laisse un peu en retrait le monstre, ce qui fait la grande différence de la version des Universal Monsters. La grande force de ce film est la réalisation de l'une des plus grandes figures de la Hammer, Terence Fisher. Il s'agit d'un film esthétiquement magnifique, jouant sur les couleurs avec des thématiques riches, un questionnement moral sur la création et ses limites. Grâce à l'immense succès du film, la Hammer produira d'autres films Frankenstein qui constituent une véritable saga. 5 films, tous réalisés par Terence Fisher, tout aussi passionnants et riches thématiquement. Il y a l'excellent La Revanche de Frankenstein, sorti en 1958, qui va encore plus loin dans ses thématiques. Frankenstein créa la femme en 1967, Le Retour de Frankenstein en 1969, qui est le plus dur, dépressif de la saga et mon préféré. Et enfin, Frankenstein et le monstre de l'enfer, sorti en 1974, qui est le plus mélancolique, testamentaire et surtout, il s'agit du dernier film de son auteur. Après avoir relancé Frankenstein et le succès qui va avec, la Universal Studios s'associe avec la Hammer en tant que distributeur. La firme anglaise décide donc de relancer une autre figure du fantastique, celui avec des grandes dents. On reprend les mêmes et on recommence. Terence Fisher à la réalisation, mais cette fois-ci Peter Cushing du côté du bien en incarnant Van Helsing, et Christopher Lee en mal absolu. Le cauchemar de Dracula sort en 1958 et va surprendre son monde. Première apparition des canines, du sang à l'écran,
et une tension érotique de la part de Dracula et de ses victimes. En somme, la base des films de vampires tels que nous les connaissons. Et on oublie Twilight avec ses vampires, soirée disco. Christopher Lee est juste charismatique en Baron Dracula, même s'il n'apparaît que 20 minutes. Terence Fisher aborde son thème de prédilection, celui de la pulsion. Tout comme Frankenstein, Dracula aura sa propre saga avec du très bon et du moins bon, montrant le déclin de la Hammer au fil des années. Les Maîtresses de Dracula, sorti en 1960, qui continue sur la thématique de la pulsion en proposant un autre vampire, un autre baron, tout aussi passionnant et ouvertement homosexuel. Cette œuvre influencera le film Le bal des vampires réalisé par un adorateur de petites filles. Suivant. Dracula, Prince des Ténèbres, sorti en 1966 et qui signe le grand retour de Christopher Lee dans le rôle. Ces deux suites réalisées par Terence Fisher constituent ce que l'on pourrait appeler la trilogie de la pulsion. Par la suite, Terence Fisher abandonne Dracula, mais d'autres suites voient le jour, toujours avec Christopher Lee, qui à l'époque en avait marre du rôle ou du moins de ce que la Hammer en faisait. Dracula et les femmes, sorti en 1968, Une messe pour Dracula en 70, qui sont d'excellentes suites et abordent d'autres thématiques. Les cicatrices de Dracula, qui est celui qui se rapproche plus du roman, du moins en termes visuels, il est également le plus violent, mais aussi le plus cheap. Le budget de la Hammer commence à descendre et cela se voit. Durant les années 70 sort Dracula AD 72 et Dracula vit toujours à Londres en 1973, où le personnage se trouve à l'époque contemporaine, enfin, dans les années 70, avec de bonnes idées, mais c'est peut-être kitsch par moments. Ces deux films signent le grand retour de Peter Cushing dans le rôle du petit-fils de Van Helsing. En 1974 sort le dernier film de cette saga, sans Christopher Lee qui a jeté l'éponge, mais toujours avec Peter Cushing, intitulé La légende des 7 vampires d'or, qui mélange gothisme, Dracula et du kung-fu. C'est pas un nanar, c'est fun. Comme celui-là. En 1959 sort Le chien des Baskerville. Il s'agit de la première adaptation en couleur du roman du même nom de Sir Arthur Conan Doyle. Et oui, c'est du Sherlock Holmes. Which way? For heaven's sake, which way? Réalisé par Terence Fisher, il réunit à nouveau Peter Cushing dans le rôle titre et Christopher Lee dans le rôle de Sir Henry Baskerville. Il s'agit de l'une des meilleures adaptations du roman, avec un travail sur les décors, la lumière et l'atmosphère qui sont un plaisir à voir. Peter Cushing est juste brillant en Sherlock Holmes. What do you want me to do? Identify anything I may find. Strange things are to be found on the moor. Like this, for instance. La Hammer souhaitait lancer une saga Sherlock Holmes, mais les fans n'ont pas apprécié l'absence de monstres iconiques. L'idée fut abandonnée. Ah, les fans. La Hammer, tout comme à ses débuts, ne fait pas que des films de monstres fantastiques. La preuve. En 1961 sort Hurler de peur, un thriller dit Hitchcockien, du moins se basant sur le même schéma que Psychose, premier du nom, sorti l'année précédente, et également influencé par un autre film, français celui-là, Les Diaboliques, de Henri-Georges Clouzot, sorti en 1955. Hurler de peur, avec son magnifique noir et blanc, est un excellent thriller dit à ambiance, et par moments très mélancolique, avec ce fameux twist de fin qui intrigue et surprend. Par la suite, la Hammer se lance dans une série de thrillers durant les années 60, qui sont également à découvrir, comme Maniac, de 1963, Paranoïaque, en 64, ou encore l'excellent Meurtre par procuration, la même année. En 1961, la Hammer reprend une autre figure du fantastique. Cette fois-ci, il est bien poilu. La Nuit du loup-garou, réalisé par Terence Fisher, propose une relecture du mythe du loup-garou. C'est pas vrai. La thématique principale du film est la malédiction sur toutes ses formes, sociale, amoureuse et humaine. Le personnage principal, incarné par le grand Oliver Reed, est maudit depuis le début, y compris durant sa conception. Il s'agit d'une origin story sur un être fantastique, mais qui est avant tout un être humain. Il s'agit d'un drame. Help me! Get away! Get away! Get away! No! L'excellent maquillage du loup-garou rend hommage à la bête de La Belle et la Bête de Jean Cocteau, sorti en 1946. Durant les années 60, la Hammer propose des films divers et variés. Des films d'aventure, préhistoriques, pirates, horreur, fantastique. Mais en 1963, la Hammer propose un film de science-fiction très particulier. Black leather, smash, smash, smash. Black leather, crash, crash, crash. Les damnés fait partie de ces petits films oubliés et pourtant, il s'agit d'une œuvre riche parlant du danger du nucléaire, de ses conséquences et aussi la fin d'un monde. Il s'agit d'un film original, plus complexe qu'il n'y paraît, et surtout nous parle à nous spectateurs, même encore aujourd'hui. Qui sont les damnés? Les enfants qui ont une place très importante, car ils représentent le futur de l'humanité, mais aussi sa perte. Mais également les adultes du film. Il s'agit d'une œuvre qui dépasse sa condition de simple film de science-fiction. Une œuvre forte
qui ne laisse pas indifférent. Le chef de gang des blousons noirs, incarné par Oliver Reed, aurait inspiré un certain Stanley Kubrick pour le personnage d'Alex, dans Orange Mécanique. Tu ne l'avais pas vu venir, celui-là. Réflexe. On fait un saut dans le temps et on se retrouve en 1968 pour une comédie noire, car la Hammer a tout fait. No one in sight is a patch on our mum. Bloody hell. The Anniversary est une adaptation d'une pièce de théâtre anglaise. Elle raconte l'histoire d'une veuve et mère abusive qui réunit chaque année ses enfants et leur famille afin de célébrer l'anniversaire de son mariage. The Anniversary est une comédie grinçante avec des punchlines qui font mouche et surtout, l'actrice principale s'en donne à cœur joie. Bette Davis est magnifiquement détestable. Get that stuff off, Henry. You know nylon brings you out in a rash. Une œuvre surprenante, bien entendu la réalisation fait très théâtrale, mais on veut savoir ce que cette mère va faire, va dire, pour détruire cette soirée et surtout ses enfants. It's you. Me? You're inside him all the time, scratching away at his ulcer. Ah, that's more like my daughter-in-law. Down on all fours, spitting away. En ce début des années 70, la Hammer est en perte de vitesse. Le monde du cinéma d'horreur a changé. Monsieur George Romero est passé par là, entre autres, mais la Hammer tente une évolution. En 1970 sort The Vampire Lovers, un autre film sur des vampires. Cette fois-ci, pas de Dracula. Bon, il y a toujours Peter Cushing, mais dans un petit rôle. Mais une femme, adaptation d'un des plus célèbres romans sur les vampires, Carmilla. The Vampire Lovers suit la chasse de la comtesse Carmilla Karstein, une vampire. Il s'agit d'un film qui tente de donner une nouvelle image du vampire, et cela est réussi. Carmilla, incarnée par la magnifique et des plus talentueuses Ingrid Pitt, est à la fois prédatrice, mélancolique, amoureuse, forte et fragile à la fois. You must die. Everybody must die. Le réalisateur Roy Ward Baker signe un film à la fois érotique, sans jamais être vulgaire, une histoire d'amour assez toxique, il faut le dire, de désir sans jamais être moralisateur, et la seule condamnation que Carmilla subit, c'est d'être un vampire. The Vampire Lovers est le premier film d'une trilogie lancée par la Hammer. Sa suite est l'oubliable Lust for Vampire, sorti en 71, où le personnage de Carmilla revient mais change d'actrice, et le beaucoup mieux Twins of Evil. Le titre français est Les sévices de Dracula. Ah, c'est titre français. Ah, c'est titre français. La Hammer fait appel encore une fois à Roy Ward Baker pour une adaptation de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Mais ce n'est pas la première fois que la firme adapte cette histoire. En 1960, Terence Fisher réalise Les deux visages du Dr. Jekyll, qui prend le parti pris de proposer un Jekyll d'âge mûr et peu séduisant, et un Hyde jeune avec la beauté du diable. Il s'agit d'une excellente adaptation où la thématique de la pulsion est au premier plan. Le film à l'époque fut un flop, mais l'idée de base sera reprise 3 ans plus tard par Jerry Lewis pour Dr. Jerry et Mr. Love, avec une autre thématique, la tolérance. Everyone knows there are two sides to the infamous Dr. Jekyll. By day, the man. En 1971 sort la seconde adaptation, Dr. Jekyll et Sister Hyde, où cette fois-ci, Jekyll est un homme et Hyde est une femme. It's Hyde, isn't it? How is your brother? He hasn't been himself of late. Le film aborde la dualité sexuelle, l'ambiguïté des désirs, et propose une variation qui ne peut pas plaire à tout le monde. Cinémaniac, c'est pour toi. Avec tout mon respect. Bon, aussi parce que t'as parlé de Chantons sous la pluie, et c'est l'un de mes films préférés, donc double respect encore une fois. De plus, l'histoire du film se passe pendant 2 faits historiques glauques, Jacques l'Éventreur et les meurtres du duo Burke and Hare, qui revendirent les cadavres de leurs 17 victimes à des fins de dissection et d'études anatomiques. Pourtant, plus d'un demi-siècle sépare ces deux histoires. La réalisation de Roy Ward Baker est maîtrisée et propose une mise en scène à la fois plus qu'efficace, mais également très ingénieuse, surtout pour les séquences de transformation. Un film à part de la Hammer, qui mériterait d'être découvert, et comme on dit, à vous de juger. Passion to murder and beyond. En parlant de Jacques l'Éventreur, connaissez-vous sa fille? Tête à la fois d'interrogation et de transition. There's a violence in this girl. I felt it there. Something quite sudden. It's still there now. Something horribly violent. En 1971, la Hammer propose La fille de Jacques l'Éventreur, qui est une version à la fois freudienne du mythe, un film tragique et mélancolique. Il s'agit du dernier film où la Hammer démontre son savoir-faire, des décors magnifiques, une atmosphère travaillée, une reconstitution de qualité et son casting.
Eric Porter, en disciple de Freud convaincu, est juste parfait, entre autres. Anna is upstairs at this moment. She's what? Oh, Miss Anna, you're going to look lovely tonight. Bien entendu, la Hammer n'oublie pas les séquences de meurtre qui pour le coup sont gore et graphiques par rapport à leurs habitudes. Mais il ne s'agit pas d'un film dit d'horreur, mais plutôt un thriller psychologique, flamboyant, cruel et émouvant. Peut-être le dernier grand film de la Hammer, du moins l'un des derniers marquants. Durant les années 70, la Hammer décline. Manque de budget, de moins en moins de recettes, et en 1979 sort leur dernier film au cinéma, un remake, Une femme disparaît, d'Alfred Hitchcock. Ensuite, la Hammer arrête toute production pour le cinéma. La firme disparaît. En 2007, le producteur néerlandais John de Mol rachète la compagnie et décide de relancer la machine. En 2010, la Hammer Film propose le remake du sublime film de vampire Morse, intitulé Laisse-moi entrer, réalisé par Matt Reeves, mais l'original est beaucoup mieux, malgré une certaine qualité du remake. En 2012, la Hammer propose La Dame en Noir avec Monsieur Harry Potter, un film sympathique qui eut un bon succès et aura une suite en 2014. Actuellement, la Hammer continue de produire des films, mais l'âge d'or est passé. La Hammer Film est arrivée au bon moment et a réussi à réinventer les figures du fantastique qui étaient oubliées ou moquées, à l'aise derrière elle des classiques de l'épouvante qui continuent encore à influencer les productions actuelles, mais aussi des petites pépites que je vous laisse plaisir à découvrir. Réellement et sincèrement, hein, je déconne pas. Vous voyez ces films, parce qu'ils sont cool. La Hammer Film laisse un héritage. L'héritage de l'horreur à l'anglaise. Et c'est beau. Ah, c'est beau, putain. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau, putain. Ah, c'est beau.